Entrepreneurs start-upers, bonjour. Après avoir visité la Colombie et ses acteurs de telenovelas, l'Espagne de Barcelone, nous repartons vers un autre pays hispanophone, le Mexique. Un pays bourré d'énergie mais plein de mystères pour nous Français qui sommes de l'autre côté de l'Atlantique. Avec nous pour en parler, Thomas Rigolfi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Tenoli, une société qui connecte les grands groupes et les micro-entreprises dont l'activité est traditionnelle. Vous allez nous expliquer ça. Mais d'abord, une première question. Comment est-ce qu'on arrive à exercer une telle activité, enfin créer son entreprise à des milliers de kilomètres de son lieu de naissance? Le Mexique, c'est quand même pas tout près. C'est vrai. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est vraiment une opportunité, une raison très pragmatique. J'ai étudié auparavant aux États-Unis où j'ai rencontré un ami, un très bon ami et maintenant cofondateur de Tenoli, Rodrigo Sanchez, qui est mexicain et avec lequel on a beaucoup échangé sur différentes problématiques qui nous intéressaient tous les deux, à savoir les micro-entreprises, le secteur informel et une problématique qui est très présente au Mexique. Vous étiez aux États-Unis. Nous étions aux États-Unis effectivement jusqu'en 2014, juin 2014. Et pourquoi ne pas avoir fait ça aux États-Unis? C'est peut-être un peu plus rassurant que le Mexique. En plus, vous n'étiez pas au Mexique, vous n'étiez pas forcément un hispanophone. Alors, je veux dire, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est, encore une fois, c'est mon associé est mexicain. C'est vrai que ça aide. Je pense que pour lancer une entreprise justement à des milliers de kilomètres de son pays d'origine, c'est très important d'avoir un associé du pays, local, qui connaît les façons de travailler, qui a ses réseaux sur place. Et la deuxième raison, c'est que la problématique aux États-Unis du secteur informel est quand même nettement moins importante et qu'une petite entreprise ou une micro-entreprise aux États-Unis a beaucoup plus de ressources que dans un pays comme le Mexique. Alors avant de parler de l'activité de Tenoli, j'ai envie quand même que vous nous racontiez un petit peu le Mexique. C'est vrai que nous, le Mexique, d'ici, c'est trafic, un peu de zetas, enfin voilà, des mots qui sont pas positifs du tout. Alors, dites-nous tout simplement, le Mexico City, c'est comme on le raconte, c'est plein de dynamisme, comment c'est? Alors, je vais vraiment aller à l'encontre des préjugés. J'en avais moi aussi beaucoup avant de connaître mon associé et d'aller au Mexique. Mais c'est une ville qui est très différente de l'image qu'on peut en avoir ici en France ou qu'on peut en avoir aux États-Unis aussi. Une sorte de Gotham City latino, c'est un peu ça pour nous, c'est vrai. C'est vrai, avec beaucoup de violence, etc. Mais ça reste une jungle urbaine, c'est une ville qui est énorme, 20 millions d'habitants, mais qui a été vraiment sécurisée dans les 10-15 dernières années. Donc c'est une ville déjà qui a de nombreux quartiers très différents. Donc ça dépend évidemment où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on travaille. Mais c'est très loin quand même de se préjuger d'une ville latino, très violente, avec des kidnappings, avec beaucoup de drogue, etc. C'est le cas dans beaucoup de régions du Mexique, notamment au nord et dans toutes les régions où les cartels de drogue sont vraiment implantés. Mais vous êtes vraiment préservé. Voilà, à Mexico City, c'est quand même beaucoup plus sûr. Évidemment, il y a des règles de sécurité, et comme il y en a aussi à Paris ou dans n'importe quelle ville du monde, peut-être qu'ils sont un peu plus stricts qu'à Paris, mais moi, je ne me sens absolument pas affecté par ces problématiques. Et nous, j'imagine qu'on y reviendra, mais on travaille dans des quartiers très défavorisés, qui sont parmi les plus violents de Mexico City. Évidemment, mais en dehors des règles, il y a aussi une façon de procéder. Il faut gagner la confiance en fait, des gens avec lesquels vous vivez ou vous collaborez au jour le jour. Aujourd'hui, le Mexique, quelles sont ses forces économiques? Vous qui êtes sur place, alors nous on entend le secteur automobile, même aussi travailler avec les États-Unis, c'est une grande force, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, je crois que l'intégration avec les États-Unis c'est très important, même si tous les Mexicains n'aiment pas le reconnaître. Mais effectivement, comme ces deux économies qui sont très intégrées avec les États-Unis aujourd'hui marchent plutôt bien, en tout cas sont en belle phase de reprise, le Mexique en profite. Et oui, il y a beaucoup d'industries où il y a beaucoup de dynamisme. L'industrie automobile, l'industrie énergétique. Ils ont de grandes réserves de pétrole, de gaz, et ils ont récemment libéralisé une partie du secteur qui a fait venir, ou ce qui est en train de faire venir beaucoup d'entreprises, à la fois américaines, européennes, du monde entier. Vous qui êtes sur place, vous voyez, vous imaginez même des secteurs d'activité ou même des idées de business qui pourraient peut-être être prises, ou en tout cas prises à bras-le-corps par des entrepreneurs français? Bien sûr. Déjà, il y a vraiment beaucoup de connexions entre la culture mexicaine et la culture française. Les Français sont très bien vus au Mexique et c'est très facile de travailler avec les Mexicains, par la culture mais aussi par la langue qui s'apprend quand même très facilement. Moi, je suis arrivé au Mexique sans parler beaucoup d'espagnol
Et effectivement, on apprend assez vite et c'est une langue qui est très vivante. Et puis la façon de la parler au Mexique est très informelle. Ouais. Donc c'est pas un Vous avez obstacle. mis combien de temps pour apprendre le mexicain? Le mexicain, vivant plus que Plus que l'espagnol. Ça vient vite. En fait, au bout de 3-4 mois, on peut vraiment bien se débrouiller. Effectivement, dans un espagnol avec beaucoup de fautes et très informel, mais qui permet de se faire comprendre. Et les Mexicains ne se formalisent pas du tout du niveau de la langue. Et puis ensuite, ça prend évidemment un peu plus de temps pour arriver à un niveau beaucoup plus soutenu. On peut dire qu'aujourd'hui, après un an, ça me pose beaucoup moins de problèmes, donc c'est moins fatigant qu'auparavant. Mais oui, il y a plein, et on voit en fait beaucoup d'entrepreneurs français arriver au Mexique, soit parce qu'ils avaient déjà une idée de business, soit tout simplement pour y trouver une opportunité et qu'ils lancent leur projet. S'il y avait une pratique des affaires au Mexique que l'on ne connaît pas et qui pourrait peut-être aider justement ces entrepreneurs français à mieux comprendre le marché quand ils arrivent ou même juste à l'aborder, parce qu'on peut aussi exporter, ce serait quoi? Ce serait long. Ce serait long. Ce serait long. Il faut apprendre au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est important d'avoir un associé local. Ouais, Un conseil, c'est vraiment celui-là. Si, ça reste quand même assez différent dans la pratique des affaires, dans le monde professionnel. Il faut beaucoup de patience. Pas parce que les Mexicains sont très lents, c'est parce que pour nous, Français, on n'a pas la même façon de travailler. Les Mexicains, par exemple, ne sont pas du tout dans la confrontation, ils vont beaucoup moins dire les choses de façon directe et parfois sèche ou maladroite quand on est en France ou aux États-Unis. Donc il faut apprendre à gérer avec ça, trouver peut-être aussi d'autres sources de motivation, d'autres incentives pour justement les convaincre de s'associer à un projet ou de travailler ensemble. Donc finalement, c'est pas si américanisé que ça. On parle d'intégration, mais le Mexique, c'est la pratique des affaires, c'est autre chose. C'est très latino. Il y a toujours, et c'est comme dans tous les secteurs de la société mexicaine, une relation très compliquée avec les États-Unis, enfin beaucoup d'intégration, mais ils conservent effectivement leur particularité. Et dans le domaine des affaires, pour moi, c'est très différent. Ouais. La façon de traiter, ils ne sont pas du tout dans la confrontation, alors qu'aux États-Unis, les gens se disent les choses quand même de façon beaucoup plus directe, en tout cas dans le secteur professionnel. Bon, revenons, revenons sur Tenoli, sur l'entreprise que vous co-dirigez donc avec votre associé. D'ailleurs, même vous êtes trois, c'est ça, depuis un an. Comment elle est née cette idée? Alors, on sait que vous étiez aux États-Unis, vous êtes venu au Mexique, mais pourquoi Tenoli? Pourquoi vouloir connecter grande structure et petite entreprise? En fait, ça fait très longtemps que moi, je travaille sur des problématiques de développement. J'ai travaillé auparavant dans plusieurs pays émergents, en Afrique, en Asie et aussi un peu en Amérique du Sud. Et un sujet vraiment qui me passionne, c'est le secteur informel, ces micro-entreprises, et comment moderniser ces micro-entreprises, comment les aider à accroître leur productivité pour, d'une part, améliorer leurs conditions de vie, améliorer leurs revenus, et d'autre part, améliorer aussi les marchés traditionnels, c'est-à-dire les marchés qui touchent le bas de la pyramide, les marchés qui touchent les populations à bas revenus. Mais vous les aidez de différentes façons. C'est vraiment un package c'est un vrai accompagnement. Exactement. Et en fait, en y réfléchissant, puis en discutant avec Rodrigo, puis après Nicolas, le troisième associé qui est aussi français, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une seule solution pour moderniser ces micro-entreprises, mais que c'était vraiment effectivement un package et une panoplie de services qui puissent les aider à se moderniser. Et cette panoplie, pour nous, vraiment, contient 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est toute la partie de formation, donc de l'accompagnement très pratique sur comment mieux gérer leur business, sur comment gérer leur comptabilité, comment améliorer leur marketing, etc. Des choses vraiment très pratiques. Le deuxième pilier, c'est de l'équipement. Ils ont très peu accès à tout ce qui est technologie. Donc, comment est-ce qu'on peut les équiper de tablettes numériques ou au moins de smartphones avec des applications qui leur permettent de gérer justement leur business et comment leur offrir le capital qui va avec pour développer toute cette partie technologique. Alors vous nous disiez justement que vous étiez allé, enfin ces petites entreprises-là sont dans des quartiers un peu plus chauds. Vous allez les voir et vous allez leur expliquer, voilà, on va vous soutenir, voilà, on va vous fournir du capital, on va vous accompagner avec des nouveaux outils, on va même vous aider d'ailleurs à mettre un coup de peinture sur votre truc. Comment est-ce qu'ils vous reçoivent? En plus vous, le petit français, enfin genre je n'ai pas envie de dire le gringos, hein, mais c'est un peu ça. Güero. Le güero. Bon, alors je ne vais pas bien prononcer. Non, mais vous avez raison, et j'explique absolument pas aux petits business, aux entrepreneurs, le projet de la même façon que je vous l'explique aujourd'hui. Il faut surtout mettre en avant très rapidement des bénéfices immédiats. Oui.
on ne peut pas expliquer qu'on les aide à changer leur business à horizon 1, 2, 3 ans. Il faut apporter des bénéfices qui puissent se voir au bout d'une semaine, de 2 semaines. Donc effectivement, pour chacun de ces piliers, le troisième pilier, pour terminer sur cette offre, c'est vraiment les connecter justement aux grosses entreprises pour qu'ils puissent vendre plus de produits. D'accord. Pour qu'ils puissent améliorer leur offre de produits à leurs clients. Et sur chacun de ces 3 thèmes, la formation, l'équipement et cette diversification de leur portefeuille, on trouve à chaque fois des exemples très concrets qui puissent justement faire écho et auxquels ils puissent s'identifier. Par exemple, sur la partie équipement, leur offrir à des conditions très avantageuses une tablette avec un logiciel qui leur permette de mieux gérer leur stock et leurs ventes. Et ça, gérer un logiciel, parce qu'on imagine si c'est micro-entreprise, activité traditionnelle, savoir utiliser un logiciel, c'est peut-être très loin. C'est pas compliqué? Ça peut être compliqué pour certains. C'est vrai que c'est très important, en fait, de passer du temps, nous aussi, à identifier quels sont les besoins et quelle est la demande de chacun de ces entrepreneurs. Et donc, pour certains, il n'y a aucun problème à utiliser un logiciel. Ils sont déjà très habitués à la technologie. Pour d'autres, ils sont effectivement plus loin de cette frontière technologique. Et l'idée, c'est donc de développer un chemin qui puisse les amener petit à petit à utiliser des outils plus performants. Mais donc à ce moment-là, c'est commencer avec une application mobile, très simple, parce que la majorité ont quand même des smartphones. D'accord. Donc une application qui offre peut-être pas toutes les fonctions dès le début, mais une application très simple qui leur permette de mieux gérer leur vente et juste d'enregistrer leurs revenus chaque jour. Et alors, petit à petit, les aider à monter en compétences. Alors, faites-nous vivre justement ça à travers un exemple concret, vous nous l'avez donné, même avec une entreprise maintenant concrète. Bien sûr. Donc c'est par exemple travailler. L'idée, c'est d'offrir tous ces piliers dans un centre physique. Et pour moi, ça, c'est la deuxième chose vraiment très importante, c'est d'avoir une présence physique pour générer cette confiance. Vous parlez justement de l'arrivée de Français, de petits Français dans ces quartiers-là. Effectivement, au début, il s'est vu avec un peu de méfiance, de doute, de scepticisme. Mais c'est finalement en nous voyant rester qu'ils peuvent commencer à avoir confiance. Et donc, très concrètement, dans ce centre, c'est accueillir un tendero. Donc, un tendero, c'est un entrepreneur qui a un petit magasin de proximité. Donc, Guillermo, par exemple, qui a son magasin à 500 mètres de notre centre. Et donc, lui, il va passer du temps avec nous dans le centre, peut-être 1 heure par semaine, où là, il va, par exemple, commencer avec tout un atelier et une formation sur le marketing pour comment mieux organiser son magasin et pour accroître ses ventes. La deuxième semaine, on va envoyer un expert dans son magasin pour mettre en pratique dès le début, dès la deuxième semaine, ces concepts-là. Ça dure combien de temps quand il arrive? Quand il arrive, c'est 1 heure. On ne passe jamais plus de 45 minutes, 1 heure avec chacun parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, on ne va absolument pas les décourager. Et l'idée, c'est de prendre le moins de temps possible à des horaires qui les arrangent, pendant lesquels ils ont peu de clients, pas de fournisseurs. Et donc, ensuite, c'est d'aller très vite sur le terrain avec eux, les aider à mettre en place. Et par exemple, seulement en changeant l'organisation de leur magasin, en mettant par exemple les chocolats et les bonbons sur leur comptoir, ils augmentent leurs ventes dans la semaine. D'accord. Et donc là, c'est la meilleure façon de construire une relation de confiance. Et après ça, on peut proposer plus de choses. C'est tout de suite trouver quelle est la façon de lui faire gagner un peu d'argent très vite, ou pas forcément de l'argent, un service social. On offre aussi par exemple de l'assurance, du crédit. Et ensuite, autour de ça, construire et offrir plus de choses. Mais ça, alors maintenant je vois très bien, c'est une action sociale, mais une action sociale ne fait pas forcément vivre si on n'est pas adossé à une structure publique. On est ici quand même dans le média des entrepreneurs et des startups. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent, vous, Tenoli? Alors Tenoli, et je vous rassure tout de suite, est vraiment une entreprise, une startup profitable. On lève justement en ce moment des fonds pour passer à la deuxième étape et ouvrir 10 nouveaux centres. Vous cherchez combien? On cherche entre 3 et 500 000 euros. Dans des coûts d'opération assez faibles. L'idée, c'est d'ouvrir beaucoup plus de centres pour atteindre un réseau de 5000 petits entrepreneurs dans notre réseau d'ici 3 ans et 10 000 d'ici 5 ans. Et alors, comment est-ce qu'on gagne de l'argent? En fait, c'est en connectant ces micro-entreprises et donc tout ce marché traditionnel aux grandes entreprises. Donc, on offre à des grands groupes, comme par exemple Pepsi, comme Cemex, qui est une grande entreprise de ciment, et comme ensuite Nestlé, Unilever, ou toutes ces grandes entreprises dans la distribution. Nous leur offrons d'abord de l'information sur ces marchés. Donc, nous faisons des études de marché, nous organisons des séminaires sur le terrain. Et ensuite, et surtout, nous offrons un accès
C'est-à-dire qu'on peut leur faire des tests terrain, des tests market directement sur place qui sont gérés pour leurs produits, leurs nouveaux produits. Exactement. Pour leurs nouveaux produits, un nouveau service, un nouveau plan d'incentives et de fidélité pour leurs clients. Donc, sous tout type de... C'est ça, en fait, vraiment, vous leur donnez accès à un nouveau marché pour leur permettre justement d'être plus proche de leur clientèle sur d'autres secteurs. Pour vous donner juste une idée du chiffre, le marché traditionnel au Mexique, ça représente 50% de la distribution. Oui. C'est un marché de plusieurs dizaines de milliards chaque année. Et aujourd'hui, il y a deux façons d'y accéder. Soit c'est par ces petites tiendas, mais qui sont aujourd'hui très difficiles d'accès parce qu'elles sont séparées. Il y a peu d'informations. Soit par des nouvelles chaînes type 7-Eleven, mais qui vendent très peu de produits et qui prennent des marges gigantesques. Nous, ce qu'on offre, c'est une troisième solution. C'est des petits magasins modernisés et qui sont en réseau. Donc, auxquels on peut avoir accès directement via Tenoli au lieu d'avoir accès individuellement. Alors, c'est super innovant, ça. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre un grand groupe, une grande structure à vous suivre? Comment ça s'est passé pour vous la première fois? Alors, je ne vous demande pas les noms, parce que bon, j'imagine que ça doit rester à peu près discret. Après, à vous de me dire. La première, c'est Cemex, qui est une des plus grosses entreprises mexicaines. Alors, il faut savoir que Cemex a un grand département d'innovation sociale. Donc, effectivement, ils sont très au fait de ces problématiques. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement? C'est beaucoup de PR, c'est beaucoup de réseaux, passer du temps dans les salons d'entrepreneurs et ensuite avoir accès à des personnes qui sont, très haut dans la hiérarchie de ces entreprises, qui peuvent comprendre assez vite en fait, la valeur qu'on peut leur ajouter. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de développer une offre très précise, très concrète. Là, je vous en ai dressé les grandes lignes, mais c'est de donner un exemple aussi très concret. Finalement, c'est là où ça diffère assez peu des petites entreprises, où il faut arriver avec un bénéfice immédiat. Bien sûr. Et du coup, en ayant cette proposition de valeur très précise pour ce marché traditionnel et en faisant ce réseautage, effectivement, c'est comme ça qu'on a pu signer nos premiers contrats. D'accord. Maintenant, j'ai juste envie de vous poser la dernière question parce qu'on arrive à la fin de cette émission, enfin les dernières questions. Vous êtes au Mexique, vous avez travaillé en France, vous avez travaillé en Afrique, en Asie, comme vous l'avez dit. Du Mexique, comment est-ce qu'on voit la France? Est-ce qu'on la voit déjà? Est-ce qu'on y pense? Même pas, peut-être pas. Si, on pense à l'Europe, peut-être pas seulement à la France, mais plus à l'Europe. Les Français en particulier sont très bien vus, comme je vous le disais, parce qu'il y a une affinité de culture. Il y a eu beaucoup de Français qui sont allés au Mexique, beaucoup de Mexicains qui sont venus en France au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, donc, les relations se font assez bien. Il y a beaucoup de grands groupes français qui sont présents au Mexique, donc qui contribuent aussi à véhiculer l'image de la France sur place. Mais il y a une communauté grandissante de Français, on le voit chaque mois. Il y a des structures, il y a vraiment un écosystème, même si le mot n'est pas forcément bien adapté. Peut-être un écosystème informel, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de structures, il y a quelques structures d'ambassade, mais qui restent assez restreintes. Mais oui, un écosystème informel, il y a une grosse communauté sur laquelle on peut s'appuyer et qui permet de s'introduire assez vite dans la société mexicaine et qui peuvent aussi apporter beaucoup de conseils au début dans le lancement d'un projet ou de n'importe quelle autre carrière professionnelle au Mexique. Merci Thomas, en tout cas de toutes ces informations. On vous souhaite plein de bonnes choses pour les petites structures qui ont besoin de votre savoir-faire, de votre valeur ajoutée pour les aider justement à mieux vivre. On vous souhaite aussi plein de courage pour continuer cette aventure entrepreneuriale, une vraie aventure qu'on a envie de suivre dans les prochaines années. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de Tenoli. Et nous, chers entrepreneurs, on se retrouve dans 2 semaines pour découvrir un autre pays à travers les yeux d'un entrepreneur. Merci et à bientôt. Merci.